Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Interaction, l'émission des correspondants du Figaro et le magazine aussi interactif puisqu'il est consacré à vos questions que vous pouvez poser aux correspondants. Cela faisait bien longtemps que l'on n'avait pas parlé d'une élection présidentielle. Heureusement, l'Iran est là pour nous en offrir une très intéressante. Le scrutin a lieu demain et il y aura des conséquences sur le Moyen-Orient, sur l'Iran et aussi notamment sur le dossier syrien. Pour répondre à tous ces enjeux, nous sommes en direct avec nos trois correspondants du jour, Pierre Avril à Moscou, Delphine Minoui à Istanbul et Cyril Louis à Jérusalem. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Je vous rappelle qu'il y a une question Twitter que l'on vous a posée dès ce matin sur le compte Twitter du Figaro. On va vous la montrer. Considérez-vous que l'Iran est une menace pour la sécurité au Moyen-Orient? Il y a déjà plus de 500 votes, donc continuez à voter et on dira un mot des résultats à la fin de cette émission. On va partir avec vous, Delphine. Pour commencer, je précise que vous êtes à Istanbul, mais que vous avez été très longtemps correspondante à Téhéran. Vous avez vécu là-bas de 1997 à 2007. Vous avez même écrit un livre il y a maintenant 2 ans qui s'appelle « Je vous écris de Téhéran ». Donc vous êtes la spécialiste de cette région. Et est-ce que déjà vous pouvez nous dire un mot sur les deux candidats principaux pour demain, le président sortant Hassan Rouhani et son rival conservateur Ibrahim Raïssi? Oui, la bataille se joue vraiment entre deux personnages clés. D'abord, Hassan Rouhani, qui est connu pour être l'homme du nucléaire, de l'accord nucléaire qui avait été signé en juillet 2015 et qui avait permis une certaine détente avec les puissances occidentales. Sur le plan interne, c'est un réformiste. C'est pour ça qu'il a le soutien essentiellement des femmes, mais également des jeunes. D'après les derniers sondages, il serait gagnant si ce n'est au premier tour, du moins au second tour, mais en même temps, rien n'est gagné. En face de lui, il y a le conservateur Ibrahim Raïssi, et cet homme pourrait bénéficier du retrait de dernière minute d'un autre conservateur, le maire de Téhéran, Baher Ghalibaf. Et puis, ce qui est impressionnant aussi, c'est que pendant toute sa campagne, le conservateur Ibrahim Raïssi a aussi beaucoup misé sur, je dirais, ce qu'il appelle l'échec du premier mandat de Rouhani, c'est-à-dire la question de l'économie et les espoirs déçus du premier mandat de Rouhani. Et bien justement, c'est une question à laquelle on a tenté de répondre avec 3 infographies qu'on va maintenant vous proposer. La première, c'est sur le PIB de l'Iran. Depuis 2012, vous allez voir que c'est un taux de croissance qui joue un peu au yo-yo, puisqu'il y a eu 4% en 2014, moins 1,6% en 2015, et puis un bond à 6,5%. On va parler ensuite de l'inflation qui a été très importante. Rouhani a hérité d'un taux d'inflation de près de 35% en 2013, qu'il a réussi quand même à ramener à 9% en 2016. Et puis ensuite, le chômage qui reste quand même très élevé, 10% en 2013. Et vous allez le voir que c'est aujourd'hui autour de 12% et bien plus élevé chez les jeunes, un petit peu en dessous de 30%. Delphine, on peine encore à voir les résultats de ce fameux accord sur le nucléaire iranien qui devait lever des sanctions et donner un second souffle à cette économie iranienne. Oui, en effet, malgré l'accord sur le nucléaire, malgré la levée partielle des sanctions, l'économie a vraiment du mal à se relever. Et c'est flagrant quand vous allez à Téhéran et que vous vous baladez dans les rues, vous constatez qu'il y a une sorte de, je dirais, de boom de façade. De nouveaux centres commerciaux en construction, des marques étrangères, italiennes, françaises, des cafés à l'occidental, mais une grande majorité de la population n'en profite pas. Et finalement, c'est très très difficile aujourd'hui pour l'Iranien moyen. Il est assez fréquent, par exemple, de croiser des professeurs d'université qui sont obligés de faire le chauffeur de taxi l'après-midi pour pouvoir s'en sortir. Bon, on va maintenant parler aussi un petit peu de diplomatie, de géopolitique, de stratégie, puisque c'est une émission autour des correspondants et nous sommes avec nos correspondants à Moscou et en Israël. Mais brièvement, Delphine, est-ce que déjà vous pouvez nous dire un mot sur l'équilibre des pouvoirs, on va dire, entre l'ayatollah et entre le président? Qui décide vraiment au final en Iran? Oui, c'est vrai que la structure politique iranienne est assez complexe puisque si le président est élu au suffrage universel direct tous les 4 ans, eh bien au-dessus de lui, il y a l'ayatollah Ali Khamenei, le guide suprême, qui est désigné à vie par un collège d'experts religieux. Et au final, c'est quand même le guide qui a le dernier mot sur les grands dossiers. Le nucléaire, c'est lui qui a la haute main sur l'armée, sur la police.
Et c'est lui, il faut le rappeler, qui contrôle en partie les fameux gardiens de la révolution, cette armée d'élite du régime dont on entend beaucoup parler, notamment dans le cadre des opérations qui se poursuivent sur le terrain syrien. Merci beaucoup Delphine. Cyril, en Israël, qui est considéré par l'Iran comme l'ennemi principal, en Israël on considère même que l'Iran menace la survie du pays. Est-ce qu'on s'est intéressé à cette présidentielle ? Non, assez peu. Cette élection présidentielle ne fait pas la une des journaux israéliens. Tout d'abord parce qu'ils sont complètement focalisés sur la visite que le président Donald Trump doit effectuer à partir de lundi à Jérusalem, en Israël et dans les territoires palestiniens. Et puis aussi parce que l'enjeu de cette élection est aux yeux des responsables israéliens assez limité. Ils considèrent que les deux candidats sont finalement les deux facettes d'une même pièce. Et cette pièce, c'est le régime iranien, que les dirigeants israéliens accusent d'attiser le terrorisme, l'instabilité au Moyen-Orient et de menacer la survie de l'État hébreu. On a voulu d'ailleurs vous montrer cette animosité un petit peu historique qu'il y a entre Israël et l'Iran avec deux vidéos. La première, c'est Benjamin Netanyahou qui réagit à l'élection de Rouhani en 2013. Et écoutez ce qu'il disait. Rouhani doesn't sound like Ahmadinejad. But when it comes to Iran's nuclear weapons program, the only difference between them is this. Ahmadinejad was a wolf in wolf's clothing. Rouhani is a wolf in sheep's clothing. Et la deuxième, justement, c'est Rouhani, ce loup déguisé en mouton, d'après Netanyahou, qui répondait en 2015 à la question « Allez-vous reconnaître l'État d'Israël ?» Et nous avons déclaré à plusieurs reprises que nous ne reconnaissons pas la légitimité de l'État d'Israël actuel. C'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle nous n'avons pas de relation avec cet État. Voilà ce qu'on peut en dire, Cyril. Peu importe le résultat de demain, il n'y aura pas d'apaisement entre les deux pays. Non, alors ces images sont assez explicites. En effet, du point de vue israélien, on pourrait s'attendre à ce que Hassan Rouhani, le réformiste, celui qui incarne une ligne modérée et qui n'est pas parti dans les mêmes diatribes anti-israéliennes que son prédécesseur Mahmoud Ahmadinejad, soit finalement le candidat favori de l'État d'Israël. Il n'en est rien. Israël considère même que Rouhani est à certains égards un adversaire peut-être plus dangereux que les conservateurs, dans la mesure où il a réussi à vendre cette image d'un Iran plus modéré. Il a réussi à engager des négociations avec les puissances occidentales et à obtenir la signature d'un accord qui limite certes la prolifération nucléaire iranienne, mais qui a permis à la République islamique de conserver un certain nombre de centrifugeuses. Et ça, du point de vue israélien, c'était une défaite dangereuse. On va maintenant parler d'un point très intéressant. En préparant cette émission avec vous, Cyril, vous me disiez que la montée en puissance de l'Iran avait quelque part permis aussi à Israël et aux pays arabes une espèce de rapprochement. Et effectivement, on avait ensuite regardé des vidéos de notamment Netanyahou en 2015 à la tribune de l'ONU qui en parlait. Écoutez. In our region know that both Iran and ISIS are our common enemies. Common dangers are clearly bringing Israel and its Arab neighbors closer. And as we work together to thwart those dangers, I hope we'll build lasting partnerships for security, for prosperity, and for peace. Cyril, en quoi consiste ce rapprochement ? Comment est-ce qu'il se déroule ? Alors en fait, effectivement, l'Iran, depuis longtemps, c'est le meilleur ennemi à la fois d'Israël, c'est vrai, mais aussi d'un certain nombre d'États arabes sunnites, l'Arabie saoudite, certaines monarchies du Golfe. Israël a noué des relations discrètes, même secrètes dans un certain nombre de cas, avec certains de ces pays. Israël a fait la paix il y a déjà de nombreuses années avec l'Égypte et la Jordanie, donc ces relations sont un peu mieux connues. Mais on sait par ailleurs qu'avec l'Arabie saoudite et avec certaines monarchies du Golfe, Israël a engagé des partenariats sur le terrain essentiellement sécuritaire et sur le terrain du renseignement. L'un des objectifs principaux de ces partenariats, c'est de freiner ou de contrer l'hégémonie iranienne dans la région. Ce que voudrait Israël maintenant, c'est parvenir à une officialisation de ces relations et à leur développement, notamment sur le terrain économique et politique. Mais sur ce point, les pays arabes sont assez clairs.
ils n'officialiseront pas et ils n'étendront pas leurs relations avec Israël tant que l'État hébreu n'aura pas consenti à la création d'un État palestinien. Une brève question peut-être qui vient de nous parvenir, peut-être Delphine, un internaute qui nous dit « Je pense que la guerre entre l'Arabie saoudite et l'Iran n'est qu'une question de temps ». Est-ce qu'il a raison ? Ben, on l'entend souvent cette phrase. Il y a eu régulièrement par le passé des incidents qui ont toujours fait penser qu'il y aurait une guerre frontale entre les deux pays. Souvenez-vous l'année dernière ce qui s'était passé entre l'Arabie saoudite et l'Iran et toutes ces attaques aussi qui avaient été menées contre la représentation diplomatique de l'Arabie saoudite à Téhéran. C'est évident que ces deux pays, depuis des années, se livrent une guerre, je dirais, par acteurs interposés dans la région, dans des pays très stratégiques, le Yémen, l'Irak et également la Syrie. Pierre, on va maintenant parler de la Russie. Vous êtes notre correspondant à Moscou. Moscou qui est un allié de circonstance, on va dire, de Téhéran. On a pu voir Hassan Rouhani et on a pu voir Vladimir Poutine se rencontrer à maintes reprises, en 2013, en 2015, en 2016. On va peut-être brièvement vous montrer quelques photos des poignées de main entre les deux dirigeants. Est-ce que vous pouvez nous expliquer depuis quand cette alliance a lieu entre les deux États ? La Russie et l'Iran ont toujours eu des relations assez fortes, ne serait-ce que sur le plan commercial, puisque la Russie construit des centrales nucléaires pour l'Iran. C'est un partenaire actif sur le plan commercial, c'est évident. Ce qui a renforcé à première vue les relations entre les deux pays, c'est effectivement la décision de la Russie de s'être imposée, en tout cas de s'immiscer dans le conflit syrien. Et à cette occasion, on a assisté à un rapprochement entre l'Iran et la Russie sur le plan militaire, évidemment, et sur le plan politique plus largement dans la région, c'est évident. Sur le plan syrien, justement, Delphine, vous me disiez aussi en préparant cette émission que sur le plan intérieur en Iran, il y a aussi une contestation de l'intervention de l'Iran en Syrie. Ça me fait d'ailleurs penser à une question d'un internaute, Paul, qui nous demande « Est-ce qu'il y a encore des troupes iraniennes en Syrie auprès de Bachar al-Assad » ? Oui, les Iraniens sont présents sur le terrain syrien par l'intermédiaire des représentants des gardiens de la révolution. Souvenez-vous, l'évacuation d'Alep, pour ne vous donner qu'un exemple. Il y avait sur place, sur le terrain, autour de la partie est, donc des quartiers assiégés tenus par l'opposition, il y avait à la fois des soldats de l'armée russe, mais également des miliciens iraniens qui ont supervisé donc cette évacuation. Mais alors justement, voilà, vous me disiez qu'en Iran, il y a des voix qui s'élèvent contre cette intervention. Et effectivement, l'ancien maire de Téhéran, Karbashi, qui est un soutien de Rouhani, a osé en parler, puisque la liberté d'expression est ce qu'elle est en Iran, il y a quelques jours. Et écoutez-le. Delphine, est-ce que ces voix sont minoritaires ou majoritaires en Iran ? Je dirais que Karbashi, l'ancien maire de Téhéran, a osé dire haut et fort ce que beaucoup d'Iraniens pensent très bas. Il a brisé un tabou parce que cette thématique, je dirais que c'est une ligne rouge dans la presse iranienne. On n'en parle pas, on tait le sujet. Il faut respecter, entre guillemets, la ligne du système. Mais malgré tout, donc, je dirais que cette intervention, c'est quand même le signal d'une contestation interne par rapport à la politique iranienne dans la région. Pierre, on va maintenant revenir vers vous à Moscou. Et c'est très intéressant aussi que le fait que la Russie soit à la fois alliée de l'Iran, à la fois alliée d'Israël, et que du coup, elle a un rôle diplomatique délicat, on va dire, sur le dossier syrien. Oui, la Russie. On ne vous voit pas très bien, n'hésitez pas à venir vers nous dans l'écran. La Russie doit à chaque fois aménager son allié iranien et son allié israélien. La Russie a des relations très fortes également avec Israël, du simple fait d'abord qu'il y a eu une immigration russe très forte à destination d'Israël après la chute de l'URSS. Et on s'aperçoit que chaque tentative de rapprochement
entre la Russie et l'Iran doit s'accompagner de gestes et de pas similaires que le président Poutine doit faire à l'égard de Netanyahou. C'est particulièrement vrai dans l'affaire des ventes de systèmes antimissiles S-300 à l'Iran, des opérations commerciales qui chaque fois suscitent de l'inquiétude en Israël. Et c'est un dossier sur lequel la Russie, qui cherche évidemment à vendre ses armes à l'Iran, doit faire en sorte également à chaque fois d'apaiser son allié israélien de l'autre côté. Donc c'est un exercice d'équilibre assez compliqué et assez délicat. Merci Pierre. On va maintenant vous donner les résultats de la question qu'on vous posait sur Twitter. Et après, il y aura aussi une question d'internaute relative à ces résultats. Sachez que vous êtes 45% à avoir considéré que l'Iran était une menace pour la sécurité au Moyen-Orient, 37% non et 18% qui ne se prononcent pas. Et il y a justement un commentaire d'un internaute à ce sujet. Peut-être qu'on va pouvoir vous le montrer puisqu'il nous avait été donné ce matin. Et il nous disait qu'il faut un État iranien fort face à l'Arabie saoudite pour stabiliser la région. Delphine, peut-être un mot là-dessus, c'est l'éternel débat entre l'influence sunnite et l'influence chiite au Moyen-Orient. Oui, c'est vraiment le combat pour la suprématie sur la question religieuse entre le clan chiite et le clan sunnite. Et on l'a bien senti, surtout du point de vue de la politique américaine de ces dernières années dans la région. Il y a toujours eu cette envie de créer un équilibre, de maintenir l'équilibre entre la République islamique d'Iran et l'Arabie saoudite de l'autre côté. Merci beaucoup Delphine, merci à vous les correspondants d'avoir été avec nous cette semaine et je vous retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau numéro et c'est maintenant l'heure de rencontrer notre correspondant du jour, Stefano Montefiori. Bonjour. Bonjour. Vous êtes correspondant au Corriere della Sera et on va parler avec vous de cette campagne qui vient de se finir, on va parler aussi de Matteo Renzi, d'Emmanuel Macron. Comment vous avez déjà vécu cette fin de campagne ? Évidemment, ça a été intéressant pour les Italiens aussi, pour les médias et les lecteurs, j'espère. C'est vrai que depuis quelques semaines, on s'attendait à une victoire d'Emmanuel Macron, mais déjà une petite surprise a été sa victoire au premier tour, alors que pendant 2 années, on avait pensé que Marine Le Pen l'aurait emporté au premier tour. Donc, jusqu'à la fin, ça a été une élection présidentielle avec beaucoup de coups de théâtre, beaucoup de surprises. Et on compare du coup beaucoup Emmanuel Macron avec Matteo Renzi, votre ancien président du Conseil. C'est une comparaison justifiée pour vous ? Oui, pour plusieurs raisons, oui. Après, il y a aussi des différences importantes. Les similarités sont évidentes. Tous les deux ont eu accès au pouvoir assez jeunes. Par ailleurs, vraiment à la même âge. Matteo Renzi est devenu président du Conseil italien à 39 ans, en 2014, et surtout avec une ligne un peu qui ressemble beaucoup. Qui ressemble, oui, un peu. Il est devenu d'abord secrétaire du Parti démocrate de la gauche italienne, mais aussi en parlant des électeurs du centre et de la droite. Donc c'est un peu et gauche et droite d'Emmanuel Macron. Il y a quand même une différence de stratégie entre les deux, puisque Matteo Renzi veut revenir aux commandes, mais lui, il est passé par la primaire de son parti. Nous, en France, on a vu que ça ne marchait pas bien, cette histoire de primaire pour les candidats concernés. Oui, tout à fait. Et là, c'est à mon avis la différence la plus marquante entre les deux. C'est-à-dire que Matteo Renzi a conquis le pouvoir en passant par les partis traditionnels de la gauche italienne. Oui, il a aussi d'ailleurs à s'emparer du parti, d'un parti qui existait déjà. Et alors que Macron a choisi une route tout à fait différente, il a créé son propre mouvement. Et je crois par ailleurs que grâce à ce choix, qui a été assez courageux, il est peut-être plus solide. Et là, peut-être, bon, on le verra à la main avec la législative. C'était d'ailleurs un vrai plébiscite, hein, la primaire gagnée par Matteo Renzi, plus de 70%. Il a des vraies chances de l'emporter ensuite ? Ça, c'est une bonne question. C'est très risqué pour lui, comme pour la gauche en général, parce que selon les sondages, les mouvements 5 étoiles est en tête, mais ça ressemble un petit peu à la situation politique de la France il y a quelques mois, où on soulignait tout le temps que Marine Le Pen, le Front National, était largement le premier parti de France. Après, on verra vraiment aux élections, quand les élections auront lieu, parce que là aussi, on ne le sait pas encore, normalement en 2018, mais il y a des rumeurs comme quoi ils seront anticipés après l'été.
Donc il faudra voir si les mouvements 5 étoiles, disons la partie que grosso modo on appelle populiste en Italie, sera majoritaire. Il y a une question d'un internaute d'ailleurs qui nous dit qu'est-ce que l'Italie attend d'Emmanuel Macron? Je crois que surtout, on attend d'Emmanuel Macron ce qu'on attendait un petit peu de François Hollande en 2012, et après on a vu que ce n'était pas vraiment possible, c'est-à-dire une inflexion de la politique européenne, une relance de la politique européenne. Souvent, dans les dernières années, on a lamenté en Italie un peu la fin de la politique de rigueur voulue par l'Allemagne? Oui, un petit peu, mais on a en même temps très bien compris que l'axe, l'amitié franco-allemande va être relancée, donc on sait très bien qu'il y aura de toute façon un rapport privilégié entre Paris et Berlin, mais de toute façon on relance des procès d'intégration, et voilà, et peut-être on relance vraiment du rêve européen qui longtemps a été le fait marquant de l'attitude de l'Italie par rapport à l'Europe, mais depuis quelques années, ça s'est beaucoup affaibli. Vous avez aussi récemment dans une interview parlé, vous êtes positionné contre le renouvellement à tout prix de la classe politique qu'on entend parfois, et vous avez pris l'exemple du parti populiste italien, le mouvement des 5 étoiles. Oui, c'était non pas pour critiquer les renouvellements, mais c'était juste pour dire qu'il faut... Disons que ça ne marche pas forcément de renouveler tout d'un coup la classe politique. Exactement. En Italie, on a eu un peu cette expérience. On a vu que des fois, c'était un peu risqué. Il faut dire aussi qu'En Marche donne l'impression d'avoir préparé plus soigneusement et plus sérieusement ce type de renouvellement, avec des sélections, des candidatures, des milliers de candidatures qui ont été sélectionnées. Et donc peut-être ça va très bien marcher. En Italie, finalement, on a vu que l'ancienne classe politique qu'on avait l'habitude à critiquer énormément pendant des années, finalement on avait quand même des qualités, alors que souvent les nouveaux entrants ont été un peu décevants. Justement, Matteo Renzi s'inspire d'Emmanuel Macron, et peut-être qu'il infléchit sa politique pour essayer de gravir les marches du pouvoir? Oui, on verra bien quelle sera sa démarche. D'abord, je crois que peut-être qu'il va récupérer un peu d'optimisme en Europe, même d'un point de vue de communication, parce que récemment, quand il était encore président du Conseil, Renzi a donné un peu l'impression de suivre un peu le climat eurosceptique, bien sûr en étant toujours très pro-Europe, mais en critiquant souvent les sommets internationaux, les sommets européens. Justement, vous parlez d'euroscepticisme, il y a eu notamment le Brexit il y a peu. Est-ce qu'il y a des partis anti-Brexit, des partis qui veulent un Italixit en Italie? Oui, justement, d'abord la Ligue du Nord, qui est l'allié au Parlement européen à Strasbourg, est l'allié officiel du Front National, mais aussi au sein du mouvement 5 étoiles, il y a plusieurs voix qui appellent à un référendum pour la sortie de l'euro et de l'Union européenne. Et c'est vrai que le mouvement 5 étoiles est carrément positionné dans une démarche anti-système. Et maintenant, il est encore aujourd'hui considéré comme un parti anti-système? Oui, eux surtout veulent se montrer par comme la un parti population, Oui, plutôt. On ne le voit pas seulement que sur l'argument européen, mais aussi sur les faits des sociétés, sur les vaccins par exemple. Ils sont très critiques sur la politique officielle de la santé italienne. Donc c'est une vraie démarche anti-système. Aussi, ils prennent la démocratie directe contre les procédés parfois faramineux du Parlement. Donc oui, c'est vraiment quelque chose de très marqué comme anti-système. Merci beaucoup Stefano Montefiori d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et nous, on se retrouve bientôt pour un prochain numéro d'Interaction. À bientôt.